Bonjour tout le monde. Bienvenue à la 4e journée des conférences MS Connect offertes par la Société canadienne de la sclérose en plaques. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Catherine Larochelle du CHUM qui va nous entretenir sur le sujet alimentation, métabolisme et microbiote dans le contexte de l'ASP, information et avancée de la recherche. Mon nom est Louis Adam, je suis le directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques, division du Québec et division de l'Atlantique. Merci d'être ici parmi nous aujourd'hui et de prendre le temps d'assister à cette importante conférence. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier nos commanditaires, notre commanditaire principal, Roche Canada, nos commanditaires bienfaiteurs, Biogène Canada, Bristol Myers Squibb, EMD Serono Canada, Novartis Canada, Pandopharm et Sanofi Genzyme. Merci de nous supporter pour offrir ces conférences-là aux personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Prenez note que vous pouvez soumettre vos questions à tout moment pendant la séance à l'aide du champ prévu à cet effet et vous pouvez vous joindre également à la conversation en ligne en publiant un message sur Twitter au mot-clic #MSConnect. Vous pouvez également répondre au sondage quotidien à partir de notre compte Twitter @sociétésp.ca et prenez note que cette conférence est enregistrée et sera publiée sur le site msconnect.ca. Alors, je vous présente le docteur Catherine Larochelle, clinicienne chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Depuis 2013, elle fait partie du personnel du CHUM à titre de neurologue et depuis 2016, elle exerce également les fonctions de professeure adjointe d'enseignement clinique et chercheuse au sein du département de neurosciences du Centre de recherche du CHUM. Les travaux de recherche du Dr Larochelle sont financés par la Société canadienne de la sclérose en plaques. Alors, à vous la parole, Dr Larochelle. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici pour vous parler de menu, métabolisme et microbiote en sclérose en plaques, donc les nouveautés et les progrès en recherche. Alors, ici, mes conflits d'intérêts, donc rien de majeur et rien en lien avec la présentation actuelle. Et maintenant, les objectifs. Donc, on va essayer de revoir les données récentes sur l'influence de la diète en sclérose en plaques, sur l'influence du microbiote, donc de la flore intestinale en sclérose en plaques, et sur l'influence du métabolisme, en particulier le métabolisme des cellules immunitaires en sclérose en plaques. Donc, ici, je vous présente une petite façon de voir la sclérose en plaques, où est-ce qu'on voit, par exemple, on a une personne qui a des gènes, qui sont des gènes normaux, mais qui peuvent, dans certains cas, prédisposer à la sclérose en plaques. Et il y a une interaction entre ces gènes-là et des facteurs environnementaux qui sont aussi des facteurs qui sont prédisposants, comme par exemple ceux qu'on connaît depuis longtemps, le tabagisme, la mononucléose et la déficience en vitamine D. Et on pense en fait qu'il y a une interaction entre l'environnement et les gènes et que chez certaines personnes chez qui la sclérose en plaques se développe, ça mène à une activation des cellules immunitaires qui, de façon aberrante, vont aller attaquer le cerveau et la moelle et créer des lésions. Ici, vous voyez une lésion en résonance magnétique, donc une zone d'anomalie de signal. Et si on va regarder de plus près ces lésions, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une infiltration de cellules immunitaires au niveau du cerveau et de la moelle. Et ça, c'est la partie plus inflammatoire de la sclérose en plaques, en particulier la partie poussée-rémission de la sclérose en plaques. Et on a l'impression qu'avec l'âge ou avec le temps, et chez certaines personnes chez qui c'est d'emblée progressif, on a un petit peu un chiffre de l'inflammation qui se retrouve plus au niveau de la moelle et du cerveau. Et on a l'impression qu'on est un petit peu moins bon pour l'instant avec nos traitements dans cette phase-là et qu'on est meilleur dans la phase ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce que la diète peut influencer toutes ces phases-là de la sclérose en plaques. Et en particulier, on a maintenant récemment, dans les dernières années,
on s'est rendu compte que parmi les facteurs environnementaux associés au risque de développer la sclérose en plaques, il y a la déficience en vitamine D, que je vous ai déjà nommée, mais qui finalement a quand même un lien avec la diète. Et il y a aussi la diète elle-même, la dysbiose, c'est-à-dire la flore intestinale qui est pas exactement comme celle d'une personne qui n'a pas la sclérose en plaques, et l'obésité, qui évidemment sont tous des facteurs qui ont un lien avec la diète. Et on a aussi les comorbidités cardiovasculaires. Donc ça veut dire les maladies comme le diabète d'adultes, l'hypertension, le cholestérol. Ça, ce sont des comorbidités qu'on appelle qui sont associées à une moins bonne évolution de la sclérose en plaques et qui, évidemment, ont un lien un peu avec la diète parce que c'est quelque chose qu'on peut modifier avec la diète. Donc, si je vous montre un peu là, pour vous convaincre qu'effectivement, il y a un lien là, entre l'obésité et la sclérose en plaques. Donc, il y a plusieurs études qui l'ont montré dans les dernières années. En particulier, ici, vous avez un exemple d'un questionnaire qui est envoyé à des patients qui avaient la sclérose en plaques et à des gens qui n'avaient pas la sclérose en plaques. Les gens devaient indiquer à peu près de quoi avait l'air leur corps quand ils avaient 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et selon cette étude, les gens qui avaient un indice de masse corporelle plus élevé jusqu'à l'âge de 30 ans, ça donnait un risque augmenté de sclérose en plaques. Et évidemment, cette forme de corps ou cet indice de masse corporelle, c'est pas seulement une question de diète, c'est une question de génétique aussi. Mais il y a certainement un côté qui nous intéresse à dire qu'on pourrait potentiellement modifier ça par la diète. Et ce qui est en fait encore plus intéressant, c'est que c'est pas seulement lié à la survenue de la sclérose en plaques, mais c'est aussi lié à la réponse au traitement. Donc, une étude récente qui a montré que chez les enfants qui sont obèses, il y a une moins bonne réponse au traitement de sclérose en plaques que chez les enfants qui ne sont pas obèses et ils ont plus de risques d'avoir besoin d'une deuxième ligne de traitement. Donc, c'est quand même assez significatif. Et chez les adultes, on a aussi une étude qui nous dit que les gens qui ont un indice de masse corporelle plus élevé semblent avoir une atrophie plus rapide au niveau de la rétine. Et ça, en fait, on a l'impression que ça reflète un peu l'atrophie globale au niveau du cerveau et de la moelle. Donc, ça veut dire que chez les gens qui ont un indice de masse corporelle plus élevé, que ce soit à la fois pour des facteurs génétiques et à la fois pour des facteurs environnementaux, bien, ça va résulter en une progression plus rapide de l'atrophie. Donc, c'est quand même quelque chose sur lequel on pourrait avoir envie d'agir. Hein. Et si on regarde maintenant les comorbidités cardiovasculaires en sclérose en plaques, donc comme on disait, le cholestérol, le diabète d'adulte, la haute pression, les maladies cardiaques, c'est toutes des choses pour lesquelles on pense que la diète a une influence. Et ces comorbidités-là sont plus fréquentes chez les gens qui ont la sclérose en plaques. Apparemment, dans les dernières années, ça augmente et ça devient plus fréquent. Donc, par exemple, il y aurait plus d'hypertension chez les gens qui ont la sclérose en plaques aux États-Unis que chez les gens qui ne l'ont pas. Et toutes ces comorbidités-là sont associées à une augmentation du risque de progression des symptômes en sclérose en plaques, fait que ça s'associe à une moins bonne évolution et c'est aussi associé, encore une fois, à plus d'atrophie cérébrale qui est quelque chose qu'on essaye d'éviter le plus possible, pour laquelle on a un petit peu plus de difficultés avec nos traitements actuels de sclérose en plaques. Donc, vous voyez qu'évidemment, si on parle d'obésité et de comorbidité, évidemment, comme je vous ai dit, il y a des facteurs génétiques qui déterminent ça, mais ce sur quoi on peut jouer, c'est potentiellement la diète. Donc, si on va voir la diète elle-même, qui a quand même une influence sur l'indice de masse corporelle, sur le diabète et sur le cholestérol, est-ce que la diète a un impact en sclérose en plaques? Donc, on a une étude en sclérose en plaques pédiatrique, on aime bien chez les enfants parce qu'ils ne fument pas, ils ne prennent pas d'alcool, donc c'est une population qui est plus uniforme. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'ingestion de beaucoup de gras saturés. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait en général le mauvais gras. Donc, par exemple, dans la friture, dans les viandes animales très grasses. Donc, si on en prend plus, on a plus de chances de faire de poussées pour les enfants qui souffrent de sclérose en plaques. Par contre, si on prend plus de légumes et de fibres, on a moins de chances de faire de poussées de sclérose en plaques chez les enfants. Donc, c'est quand même intéressant parce que ça nous dit qu'en fait, la diète pourrait potentiellement modifier le risque de poussée. Et ici, on a une autre mesure où est-ce qu'on nous dit que chez les enfants qui ne prennent pas assez de fer, il y aurait plus de chances de développer la sclérose en plaques. Donc, est-ce que, en fait, c'est simplement un reflet de la qualité de la diète en général, le fait qu'il y ait assez de fer ou pas? C'est difficile à dire, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant.
Et si on va chez les adultes, ici, vous avez une étude canadienne vraiment très bien faite où est-ce qu'on a presque 7000 patients atteints de sclérose en plaques qui ont rempli un questionnaire à propos de leur alimentation. Et là, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont divisé les gens en quintiles, c'est-à-dire qu'ils ont dit, êtes-vous dans le top 20% de ceux qui mangent le mieux ou êtes-vous dans le plus bas 20% de ceux qui mangent le moins bien. Et pour décider si les gens mangeaient bien ou pas bien, ils ont dit si vous mangez beaucoup de fibres, c'est mieux. Si vous mangez beaucoup de grains entiers, c'est mieux. Beaucoup de fruits et de légumes, c'est mieux. Puis pas trop de viande et en particulier de charcuterie et de ce qu'on appelle des viandes processées en bon français. Et aussi ceux qui prennent le moins de sucre. Donc, tous ceux qui avaient ces critères-là étaient considérés comme étant dans l'alimentation qu'on dit la plus saine. Et quand on les comparait aux gens qui avaient l'alimentation la moins saine, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'il y avait moins de symptômes de sclérose en plaques rapportés par les patients chez ceux qui avaient l'alimentation la plus saine. Il y avait aussi moins de dépression. Et ça, évidemment, c'est difficile à dire qui est l'œuf, qui est la poule, parce que c'est sûr que si quelqu'un est en dépression, il n'a peut-être pas envie de se faire des plats santé, tout ça, mais c'est quand même intéressant de voir un lien entre la diète et des symptômes de sclérose en plaques. Dans une autre étude qui a été faite, qui est une cohorte internationale, on a le même genre de trouvailles que ce que je vous ai présenté avec les cohortes pédiatriques et adultes et la cohorte adulte canadienne. Donc, en gros, c'est plus l'alimentation est saine, donc contient moins de gras, contient plus de légumes et de fruits, moins on a de chances d'avoir des hauts beaucoup de symptômes neurologiques au point de vue de la sclérose en plaques et de l'incapacité neurologique. Donc, en fait, une alimentation plus saine, c'est associé à une meilleure qualité de vie physique et mentale selon cette étude-là aussi. Donc ça nous dit, c'est très intéressant, il se passe des choses avec la diète, mais c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. La diète, ça peut avoir des effets directs et des effets indirects sur l'inflammation et la neurodégénération. Et c'est là, ou la neurodégénérescence, et c'est là où est-ce que pour nous, en recherche, c'est vraiment intéressant d'essayer de disséquer c'est quoi les mécanismes, c'est quoi dans la diète qui change quelque chose comme ça, parce que c'est sûr que c'est pas c'est pas une seule chose dans la diète qui va influencer. Donc, si on regarde, par exemple, l'impact direct, bien, en fait, la nourriture qu'on mange, puis qu'on va dégrader en plein de composés, puis ces composés-là qu'on va absorber, mais il y en a qui peuvent avoir des effets relativement directs et significatifs sur les processus inflammatoires et sur les processus de dégénérescence qu'on peut voir dans les maladies comme la sclérose en plaques. Il y a aussi des impacts indirects. Ce qu'on mange, ça va changer c'est quoi les microbes, c'est quoi la composition des microbes dans notre intestin, et ça va changer leur propre production de composés qui peuvent passer dans notre sang aussi et qui peuvent influencer, encore une fois, l'inflammation et la dégénérescence. Et dans les impacts indirects aussi, bien, comme on l'a dit, un plus haut indice de masse corporelle, plus de cholestérol, plus d'hypertension puis de diabète, c'est moins bon en sclérose en plaques. Donc, il y a quand même un impact indirect de la diète qui va interagir évidemment avec les facteurs génétiques prédisposants pour dire que après ça, il y a quelqu'un qui va avoir un certain niveau de sucre dans le sang, qui va avoir un certain niveau de cholestérol dans le sang, puis ça va influencer aussi l'inflammation et les processus en sclérose en plaques. Donc, si on va, puis attention, on est dans vraiment la science de base, mais je pense que c'est une des choses les plus fascinantes que j'ai appris dans les dernières années, ou en fait que j'ai réalisé dans les dernières années. En fait, si on y pense, en sclérose en plaques, les cellules immunitaires, ils sont trop activés. Donc, ils ont trop tendance à vouloir proliférer puis à vouloir produire des facteurs inflammatoires. Mais quand une cellule immunitaire s'active, elle a besoin de beaucoup de nutriments, puis elle a besoin de changer son métabolisme. Alors que si elle reste tranquille, ben elle n'en demande pas trop à son métabolisme. Et en fait, si on regarde les cellules T en particulier, qui sont des cellules immunitaires qui sont très importantes en sclérose en plaques, bien, en fait, si on regarde une cellule T qui est en état de repos, bien, elle n'a pas besoin de grand-chose, mais une cellule T qui s'active, comme on peut voir en sclérose en plaques ou dans d'autres maladies auto-immunes, bien, elle va complètement reprogrammer son métabolisme et elle va être très dépendante de ce qui est disponible comme nutriments. Donc, par exemple, de ce qui est disponible comme glucose, de ce qui est disponible comme acide aminé pour pouvoir se mettre à proliférer et se mettre à produire ces facteurs inflammatoires. Donc, il y aurait potentiellement moyen de changer le profil d'une cellule immunitaire en changeant ce qu'on lui donne comme nutriments et en changeant son métabolisme.
Et en fait, ça vient, les études en cancer sont potentiellement beaucoup plus avancées que nous sur le côté du métabolisme des cellules T, parce que eux, c'est l'inverse un peu de la sclérose en plaques. En cancer, les cellules T ne sont pas assez activées puis sont en état hypométabolique parce que la tumeur compétitionne en mangeant le glucose puis en prenant l'oxygène et en sécrétant des choses pour dire aux cellules de rester tranquilles. En maladie auto-immune, on a l'impression que c'est l'opposé, c'est-à-dire que les cellules T sont en état hypermétabolique et donc il y aurait si on veut, un métabolisme qui est un peu anormal par rapport à un état de santé. Et ce qu'il y a d'encore plus fascinant, c'est que toutes les cellules T n'ont pas le même métabolisme. Donc, en sclérose en plaques, on a l'impression qu'on se retrouve avec trop de T pro-inflammatoires puis pas assez de T anti-inflammatoires. Okay? Et en sclérose en plaques, les pro-inflammatoires, on a entre autres les TH17 et les anti-inflammatoires, on a les T régulatrices. Et là, elles sont relativement à l'opposé dans leur métabolisme, c'est-à-dire que les TH17 dépendent beaucoup du glucose et de la glycolyse, alors que les cellules T régulatrices sont plutôt favorisées quand il n'y a pas trop de glucose et qu'on est plus en état de jeûne. Donc, moi, je trouve ça absolument fascinant de voir que si une cellule T qui circule dans notre sang ou qui se promène et qui va dans les organes, et selon la quantité de glucose qui est disponible, avoir plus ou moins tendance à devenir pro-inflammatoire, ce qui est vraiment fascinant. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'on peut changer, on peut avoir un impact sur ce profil de cellules-là. Et en fait, il y a des gens qui ont fait des études dans le modèle animal de la souris. Puis là, attention, c'est un modèle animal, ce n'est pas un humain. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis des souris sur ce qu'elles appelaient des fasting mimicking diet cycles. Donc, c'est-à-dire qu'ils restreignaient la quantité de calories que les souris pouvaient manger à toutes les X nombres de journées. Donc, il y a des journées où ils mangeaient normalement, puis des journées où est-ce qu'il y avait à peu près pas de calories à tous les jours. Donc, ces souris-là se retrouvaient un peu en état de jeûne dans les journées où est-ce que les calories étaient restreintes. Et après ça, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils indivisaient le modèle animal de la sclérose en plaques. Et là, ils regardaient comment ça allait au point de vue clinique, c'est-à-dire est-ce que la souris présentent des problèmes neurologiques ou pas. Et là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les souris qui avaient des cycles de jeûne avaient beaucoup moins de problèmes neurologiques que celles qui n'en avaient pas. Puis plus loin que ça, quand ils sont allés regarder les cellules dans le sang ou dans les organes périphériques des souris, comme dans leur rate puis dans leur ganglion, ce qu'ils ont vu, c'est que les souris qui étaient soumises à des cycles de jeûne, leurs cellules qui étaient comme trop pro-inflammatoires, trop activées, avaient tendance à s'éliminer d'elles-mêmes et les cellules qui sont plutôt régulatrices et plutôt gentilles avaient tendance à être augmentées. Et ça, quand ils sont allés regarder dans le cerveau, ça faisait qu'il y avait moins de cellules immunitaires qui étaient allés infiltrer le cerveau pour faire des lésions et il y avait moins de dommages aux cellules du cerveau, dont moins de dommages à la myéline. Et en plus, il semble que les cellules qui produisent la myéline, les oligodendrocytes, étaient plus heureuses et avaient plus envie de produire de la myéline. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose en humain, on ne dit pas aux gens d'aller jeûner, mais ça nous donne une preuve de concept que ça se peut de modifier des processus de neuroinflammation comme on voit en sclérose en plaques en modifiant la diète. Et en fait, on a envie d'aller, puis il y a beaucoup de recherches là-dessus actuellement, on veut vraiment aller disséquer, est-ce que c'est juste les calories ou est-ce que c'est des composés de la nourriture en particulier qui ont un impact bénéfique ou délétère sur l'inflammation. Et ici, vous avez des exemples de suspects. Donc, vous avez le sel qui est considéré comme en général pro-inflammatoire, qui va favoriser les cellules pro-inflammatoires qu'on n'aime pas en sclérose en plaques. Vous avez aussi les gras trans qui peuvent avoir des impacts là-dessus. Donc, quand on parlait de mauvais cholestérol ou mauvais gras, ça va un peu avec ça. Et ici, vous avez toutes sortes de mauvais gras. Vous avez aussi, à l'inverse, des bons composés, donc les oméga-3, les acides gras oméga-3, qui semblent avoir un effet anti-inflammatoire. Encore une fois, il faut faire attention, c'est pas n'importe quel oméga-3, on ne sait pas s'il faut que ce soit pris directement dans une source naturelle ou si le prendre en supplément, ça peut fonctionner, mais chose certaine, les oméga-3 semblent avoir un effet anti-inflammatoire, puis semblent diminuer les cellules considérées comme vilaines en sclérose en plaques.
Et il y a aussi d'autres composés, dont par exemple les flavonoïdes, qui est un mot qu'on ne dit pas souvent, ou un mot en tout cas que moi je ne dis pas souvent. Et si on essaie de regarder les flavonoïdes, en fait, ce sont des composés qu'on a dans plusieurs choses, comme par exemple les fraises, les épinards, les bleuets, le thé vert, le chocolat. Et ces composés-là, quand on les mange, quand on les consomme, on peut les absorber, ils peuvent se rendre dans notre corps. Et en fait, quand ils se rentrent dans notre corps, si on va vraiment regarder dans une cellule T, encore une fois, ils peuvent même aller agir en se collant sur ce qu'on appelle l'AHR, qui est en fait une molécule qui joue un peu comme une flip switch pour dire devient pro-inflammatoire ou devient anti-inflammatoire à une cellule T. Et donc, en fait, quand on mange des flavonoïdes comme ça, il pourrait aller se coller à la switch et faire basculer la cellule T vers un état plus anti-inflammatoire. Donc, encore une fois, fascinant. Il y a aussi des métabolites du tryptophan qui, entre autres, peuvent être générés à partir de légumes crucifères comme le brocoli ou le chou-fleur. Et ça peut être par ce qu'on consomme, mais ça peut aussi être généré par nos bactéries intestinales. Et encore une fois, le tryptophan aurait un effet plutôt anti-inflammatoire en faisant la même chose que les flavonoïdes, c'est-à-dire en jouant, entre autres, sur la HR. Et plus que ça peut même traverser la barrière hémocéphalique, se rendre dans le cerveau et se rendre dans la moelle et avoir un effet bénéfique aussi au niveau des cellules du cerveau pour dire qu'il ne faut pas trop s'inflammer, il ne faut pas trop s'énerver. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être produit par les bactéries intestinales et ça, c'est vraiment un champ de recherche là, qui explose dans plusieurs domaines, là, pas seulement en sclérose en plaques, mais en particulier, ce qui nous intéresse, c'est en sclérose en plaques et c'est le microbiote intestinal. Donc, c'est quoi le microbiote intestinal? Mais en fait, c'est que dans notre système digestif, on est en symbiose avec plein de bactéries. On en a beaucoup, en particulier dans le côlon et dans le petit intestin. Et ces bactéries-là vont nous aider à plein de choses, vont nous aider à digérer, vont produire des métabolites dont on a besoin. Donc, entre autres, le fait qu'on soit capable de coaguler puis d'arrêter de saigner quand on se blesse, ben, c'est grâce à des bactéries qui nous produisent la vitamine K dans notre intestin. Et il y a toutes sortes de choses qui vont aller influencer notre microbiome intestinal, entre autres la diète. Évidemment, c'est pas du tout la seule chose, mais ça va influencer notre microbiote. Il y a d'autres choses comme l'exercice, le stress, les antibiotiques, l'âge. Il y a plein de choses qui peuvent l'influencer, mais entre autres, on peut jouer là-dessus avec la diète. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la diète et le microbiome, ben, ça parle et ça tourne en rond avec le cerveau. Comment ça? Ben, c'est parce que c'est le cerveau aussi qui régule combien de nourriture on a envie de manger, qu'est-ce qu'on a envie de manger, qu'est-ce qu'on va prendre. Et il va aussi donner des signaux à l'intestin pour digérer, pas digérer, quoi produire. Puis l'intestin lui-même, il produit aussi toutes sortes d'hormones qui vont parler au cerveau, puis qui vont lui donner des idées et lui suggérer des choses. Donc, en fait, si on prend un exemple très simple, on dit que la diète western ou la diète qu'on pourrait dire américaine, donc si on dit du fast-food plutôt, des choses sucrées, des choses salées, des choses grasses, des mauvais gras, ça va diminuer les bonnes bactéries puis augmenter les mauvaises bactéries, ou en tout cas celles qu'on trouve mauvaises quand on est dans une maladie inflammatoire. Avec ça, ça va aussi changer la quantité des composés qu'on a dit qui étaient anti-inflammatoires et ça va augmenter, par exemple, l'anxiété et la dépression, mais ça pourrait aussi augmenter des processus neuro-inflammatoires, alors qu'une diète, mettons, non western ou une diète, par exemple, méditerranéenne, ça va avoir tendance à favoriser les bonnes bactéries qui vont elles-mêmes produire des choses anti-inflammatoires comme du butyrate. Et ça va aller agir au niveau du cerveau aussi et ça devrait aider pour, entre autres, la dépression, l'anxiété, mais aussi ça diminue l'inflammation. Ici, je vous reviens pour vous faire un lien avec, parce que là, on comprend de plus en plus certaines choses. Des fois, il y a des choses qu'on savait puis qu'on n'avait pas nécessairement compris tous les mécanismes en arrière. Je vous reviens avec la vitamine D, parce qu'en fait, la vitamine D, ben, on sait que c'est associé au risque de développer la sclérose en plaques si on a de la vitamine D qui est trop basse, si au moment où on est né, notre vitamine D était trop basse ou que notre mère avait une vitamine D trop basse, si quand on était enfant et adolescent, notre vitamine D était trop basse. Donc, il y a toutes sortes de facteurs de risque avec la vitamine D. Mais plus que ça, même au moment où on a la sclérose en plaques, et ici, vous avez des exemples. Si les niveaux de vitamine D sont trop bas, il va y avoir plus de risques de se convertir à une forme progressive, il va y avoir plus de risques d'avoir des nouvelles lésions, puis il va y avoir une atrophie plus rapide. Donc,
globalement, une déficience en vitamine D en sclérose en plaques, c'est pas bon. Bon, puis on avait l'impression que c'était beaucoup sur le fait que la vitamine D joue sur le système immunitaire et sur d'autres processus neurologiques, mais ce qu'il y a d'absolument fascinant, c'est qu'en fait, la vitamine D joue aussi sur le microbiote intestinal. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris très récemment. Et en fait, si la vitamine D diminue, puis c'est vraiment la vitamine D qu'on a, les niveaux de vitamine D qu'on a dans notre corps, mais ça peut aussi être la quantité qu'on ingère, ça peut jouer à plusieurs niveaux. Et si on n'a pas assez de vitamine D, ça semble nuire au maintien de la barrière intestinale, c'est-à-dire au maintien de dire les bactéries dans l'intestin, on les aime, mais on ne veut pas qu'ils rentrent, on ne veut pas qu'ils traversent puis qu'ils s'en viennent, puis on ne veut pas qu'ils viennent se coller sur nos belles cellules d'intestin. Normalement, on a une couche de mucus qui nous protège, puis normalement, on les garde de leur côté avec des anticorps puis toutes sortes de choses. Et quand on a moins de vitamine D, on dirait que ça nuit à cette belle barrière-là et qu'à cause de ça, il y a des bactéries qui réussissent à venir se coller puis qui réussissent à venir stimuler notre système immunitaire parce qu'elles sont en train, pas vraiment d'envahir, là, dans le sens où est-ce qu'on va pas se retrouver avec une grosse infection, mais ils sont en train de devenir vraiment proches puis de venir interagir un petit peu trop fort avec notre intestin. Et ça va être associé à une augmentation de l'inflammation dans le sang avec des signaux d'inflammation qui peuvent, entre autres, être liés aux maladies inflammatoires. Si on regarde encore une fois vitamine D, microbiote, puis là maintenant, sclérose en plaques, en fait, il y a des gènes qui sont associés au niveau de vitamine D qui sont associés au risque de sclérose en plaques. Donc, si on a certains gènes qui font que notre taux de vitamine D va être plus bas, on va avoir plus de risque de développer la sclérose en plaques. Ces mêmes gènes-là sont aussi associés à des changements dans la flore intestinale. Donc, ça peut être pas l'air gros, les différences ici dans le graphique, mais ça l'est pour le genre de choses qui sont mesurées. Donc, chez les gens qui ont un polymorphisme du récepteur de la vitamine D, la composition en certaines bactéries ne sera pas la même que chez les gens qui n'ont pas ce polymorphisme-là. Donc, le polymorphisme, c'est une sorte de gène. Donc, c'est vraiment très fascinant parce que ça pourrait faire un lien entre les deux. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est important de parler de la dysbiose, de parler du microbiote intestinal en sclérose en plaques? Entre autres, il y a une étude là, vraiment fascinante qui a été faite par un groupe allemand où est-ce qu'ils ont pris des selles de patients qui avaient la sclérose en plaques et de leurs jumeaux qui avaient aussi la sclérose en plaques ou qui n'avaient pas la sclérose en plaques. Et là, ils ont transféré les selles en question à des souris. Et ce sont des souris qui risquent de développer la sclérose en plaques, qui sont prédisposées, mais qui ne vont pas nécessairement la développer. Puis qui, entre autres, ne vont pas la développer si on enlève toutes les bactéries de leur intestin. Donc, ils ont enlevé toutes les bactéries de l'intestin et ils ont recolonisé les intestins avec les selles des patients qui avaient la sclérose en plaques ou leurs jumeaux qui ne l'avaient pas. Et là, ce qu'on voit, c'est que la quantité de souris qui développent des symptômes neurologiques est vraiment beaucoup plus élevée chez les souris qui ont eu les selles des patients atteints de sclérose en plaques par rapport aux souris qui ont eu les selles de leurs jumeaux qui n'avaient pas la sclérose en plaques. Et quand ils sont allés regarder, ils ont vu en fait qu'il y avait certaines bactéries dont l'abondance était différente dans les selles des gens qui ont la sclérose en plaques. Et plus loin, dans les études très récentes qui ont été faites, puis il faut faire attention, c'est vraiment compliqué, les études de microbiote. Il y a tellement de choses qui influencent ça, la diète, l'âge, si la personne fait de l'exercice, qu'est-ce qu'elle a mangé dans les 4-5 derniers jours versus qu'est-ce qu'elle a mangé dans la dernière année, c'est quoi le poids, etc. Mais quand même, il y a des études qui ont été bien faites. Et ici, sans qu'on aille dans les détails, si on regarde, on a en gris les gens qui n'ont pas la sclérose en plaques. On a en rouge tous les gens qui ont la sclérose en plaques qui avaient participé à cette étude-là, donc c'était 60 personnes, et vous voyez qu'il y a plusieurs bactéries où est-ce qu'il y a des grosses différences entre la barre rouge et la barre grise, donc entre les gens qui ont la sclérose en plaques et les gens qui ne l'ont pas. Puis quand on regarde dans les gens qui ont la sclérose en plaques, ça c'est comme s'il y avait redécoupé ce groupe-là en deux. Les gens qui ne sont pas traités sont en orange, les gens qui sont traités sont en bleu. Donc, il semblerait que le traitement de la sclérose en plaques, dans certains cas, rétablit la flore intestinale qui ressemble à celle de quelqu'un qui n'a pas la sclérose en plaques. Et vous avez la même chose ici pour plusieurs sortes de bactéries. Il y en a où est-ce que le traitement ne semble pas rétablir la flore, puis il y en a où est-ce que c'est juste carrément le traitement a un effet sur la flore. Donc, on est loin d'avoir tout compris, on est loin d'être prêt à tout changer et à dire à chaque personne quoi faire, mais c'est quand même vraiment extrêmement intéressant de voir qu'il y a des changements dans les bactéries de l'intestin liés à la sclérose en plaques et liés à son traitement. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a moyen de modifier la flore intestinale. Parce que si on dit, c'est les gens qui n'ont pas la bonne flore intestinale, ça va moins bien aller,
c'est bien dommage, mais en fait, ce qui serait bien, ce serait qu'on soit capable de travailler sur cette flore intestinale-là. Donc, il y a le groupe de Howard Weiner qui a fait une intervention où est-ce qu'ils ont donné un probiotique à des patients qui avaient la sclérose en plaques. Et là, c'est vraiment, c'est très novateur, c'est tout nouveau, c'est pas des gros chiffres, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Donc, quand ils ont donné le probiotique, ils l'ont donné à des gens qui n'ont pas la sclérose en plaques et à des gens qui ont la sclérose en plaques. Et ce que vous voyez, c'est que le moment où ils sont sur le probiotique, qui est celui au milieu comme ça, il y a des choses qui changent dans les bactéries et chez les contrôles et chez les gens qui ont la sclérose en plaques. Et entre autres, ils voyaient qu'il y a une bactérie qui est associée au risque d'avoir plus de cellules T inflammatoires. Elle était diminuée dans l'intestin des gens qui ont la sclérose en plaques et des gens qui sont en contrôle lorsqu'on leur donnait le probiotique en question. Et quand on arrêtait le probiotique, la flore revenait à ce qu'elle était avant. Donc, il y aurait vraiment une espèce d'effet de maintien. Et c'est là où est-ce qu'on revient un peu avec la diète, de dire qu'il faut maintenir une flore. C'est pas juste une fois qu'on fait un changement puis qu'il se passe quelque chose. Et évidemment, les gens travaillent très fort pour essayer de trouver de façon plus précise qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la flore. Est-ce qu'il y a un antibiotique? Est-ce qu'il y a une chose à manger? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis qu'on peut faire? Et c'est là-dessus qu'il y a énormément de recherches, mais déjà, cette étude-là est hautement prometteuse pour dire qu'on peut changer la flore de quelqu'un. Donc là, je vous ai parlé un peu de tout ça, puis je vous reviens au petit dessin de départ. Donc, je pense que je vous ai convaincu qu'il y a plein de choses associées à la diète, comme la déficience en vitamine D, le microbiome intestinal, l'obésité, les comorbidités cardiovasculaires, qui ont une influence sur la sclérose en plaques. Et en fait, on voit qu'il y a aussi l'âge qui a une influence sur la sclérose en plaques. Et l'âge, sans vouloir rentrer trop dans les détails, il y a l'âge chronologique puis il y a l'âge biologique. C'est-à-dire que l'âge chronologique, il y a des gens qui sont biologiquement plus jeunes que leur âge, puis il y a des gens qui sont biologiquement plus vieux que leur âge. Puis on peut aussi regarder pas seulement l'âge global, mais regarder l'âge de certaines cellules. Et en fait, il y a un vieillissement peut-être un peu plus rapide chez les cellules immunitaires des gens qui ont la sclérose en plaques que chez les gens qui n'ont pas la sclérose en plaques. Et ça peut être associé à ce qu'on appelle le inflammaging, c'est-à-dire de l'inflammation avec l'âge. Et il y a aussi le fait que l'âge, c'est associé à une augmentation des chances d'avoir de l'hypertension, puis du cholestérol, puis du diabète, parce qu'évidemment, c'est pas à 8 ans qu'on fait du cholestérol, c'est quand on est un peu plus âgé. Donc, il y a des changements avec l'âge qui augmentent les comorbidités cardiovasculaires. Et il y a aussi ce qu'on appelle des changements dans la méthylation de l'ADN. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que l'ADN se retrouve à être plus ou moins facile à lire. Donc, il y a des gènes qui se retrouvent à être plus ou moins faciles à être exprimés avec l'âge. Donc, c'est ce qu'on appelle des changements dans la méthylation. Donc, quand on met ça ensemble, on se dit, OK, mais là, on la diète, tout ça, on avait dit qu'on avait peut-être un impact, mais là, comment on fait pour avoir un impact sur l'âge? C'est vraiment difficile d'avoir un impact, mais en fait, oui, il y a une intervention potentielle sur l'âge biologique. Et encore une fois, évidemment, puisqu'on parle de diète, on va y aller avec ça. Donc, c'est quoi les interventions qu'on dit anti-vieillissement biologique? Donc, depuis de nombreuses années, c'est connu que restreindre les calories, ça va augmenter l'espérance de vie. Puis ça, c'est un mécanisme qui est très conservé, que ce soit des levures, aux mouches, aux mammifères, aux primates. Et ici, vous voyez la mortalité chez des primates contrôle, donc il y a une diète normale, et ici une diète normale, et chez des primates qui ont une diète restreinte en calories, donc vous voyez qu'ils vivent plus vieux. Donc, des primates qui vivent jusqu'à 35 ans ici au lieu de jusqu'à 30 ans. Donc, ça serait potentiellement vrai aussi chez les humains, bien qu'évidemment, ça n'a jamais été testé. Quand on parle de restriction calorique, on ne parle pas de ne plus manger, là. On parle de réduire d'un certain pourcentage l'apport de calories, de dire, par exemple, on va dire qu'au lieu de manger, si d'habitude, ce que vous mangez, c'est 100%, on va dire, OK, on descend à 90 ou on descend à 80 ou on essaie de faire des jeûnes intermittents. Donc, ce n'est pas quelque chose à essayer d'appliquer chez soi ici maintenant, mais c'est quand même une intervention qui existe et qui nous prouve qu'il y a moyen de changer quelque chose au vieillissement biologique. Par contre, évidemment, la restriction calorique, c'est pas facile à faire et ça peut avoir des effets secondaires dans le sens où est-ce que si on mange pas assez de certaines choses, on va se retrouver en déficit puis on va être très malade. Donc, il y a des alternatives qui ont été explorées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est vraiment la restriction calorique ou est-ce que c'est le fait de manger moins d'une chose en particulier qui a un effet anti-vieillissement? Et ce qui a été trouvé, c'est qu'il y a un acide aminé en particulier qui s'appelle la méthionine, que si on fait juste diminuer la quantité de méthionine dans la diète, on est capable de mimer pas mal les bénéfices
bénéfice de la restriction calorique en laissant les animaux manger le nombre de calories qu'ils veulent, mais en restreignant la quantité de méthionine qu'ils vont être capables de manger. On ne peut pas la mettre à zéro, c'est un acide aminé essentiel, fait que si on l'enlève complètement, ça n'ira pas du tout, mais on peut la réduire beaucoup dans la diète, puis entre autres, on peut la réduire de 40% à 80%. Et là, ici, ce que vous voyez, c'est des modèles de souris qui ont un vieillissement accéléré. Et vous voyez les souris chez qui on a diminué la quantité de méthionine, qui ont un plus beau poil, qui ont l'air en meilleure santé, que chez les souris chez qui on n'a pas diminué la méthionine, qui ont des signes de vieillissement. Et vous avez ici un autre modèle où est-ce que vous voyez la souris qui a un modèle de vieillissement, où est-ce qu'elle elle se retrouve avec des problèmes de dos, elle est penchée comme ça, elle a le poil hérissé. Vous voyez celle qui a été restreinte en méthionine qui va un peu mieux, qui a moins de changements liés à l'âge. Et en particulier, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que restreindre la méthionine, ça semble diminuer aussi l'inflammation. Donc, la restriction en méthionine, non seulement ça réduit l'inflammation puis ça semble ralentir le vieillissement, mais ça a aussi un effet anti-diabète. Donc, ça diminue la résistance à l'insuline et ça a un effet donc qui préviendrait le diabète. Puis ça a aussi un effet où est-ce que ça va diminuer le cholestérol. Donc, ça aura un effet anti-cholestérol élevé, ce qui est évidemment aussi quelque chose d'intéressant. Et ici, sans rentrer dans les gros détails, je vous montre, je vous ai parlé un petit peu de la méthylation qui permet d'exprimer ou pas un gène. Bien, la méthylation comme ça, là, qu'on fait directement sur l'ADN, puis directement à l'endroit où est-ce qu'il y a un gène, puis là, il va y avoir des signes pour dire il faut lire ce gène-là ou il ne faut pas lire ce gène-là. Bien, si on veut modifier cette expression-là, il faut mettre des groupes méthyl. Puis les groupes méthyl, ben, ils viennent de quelque part, puis ils viennent en fait de ce qu'on appelle SAM, qui est S-adénosylméthionine, donc qui est un donneur de groupe méthyl. Et lui-même, il vient de la méthionine extracellulaire dans le cas d'une cellule T. Donc, ça veut dire que la cellule T, elle est dépendante de la méthionine qu'il y a autour d'elle et donc de la méthionine qu'on absorbe pour changer les groupes méthyl et donc changer l'expression de ces gènes. Et ça, en fait, ça fait quelques années déjà que c'est étudié en cancer, parce que quand on réduit la méthionine dans la diète des gens ou des animaux qui ont le cancer, on va changer l'expression des gènes liés au cancer, puis ça va diminuer la croissance tumorale. Donc, ça a un effet anticancéreux, malgré le fait que ça a un effet un petit peu anti-inflammatoire aussi, parce qu'en fait, l'inflammation, c'est pas nécessairement bon en cancer non plus. Donc, tout ça mis ensemble, ça nous dit, ça semble très intéressant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question, est-ce que la restriction en méthionine pourrait améliorer les processus neuro-inflammatoires en sclérose en plaques et son modèle animal? Donc, brièvement, je vous présente ce qu'on a fait comme projet avec Dr. Russell Jones, qui est un spécialiste du métabolisme des cellules T, qui travaille toujours d'ailleurs en cancer, mais qui s'est intéressé aussi aux maladies inflammatoires. Et lui, ce qu'il a montré, là, c'est sûr que c'est des figures un petit peu complexes, là, mais ce qu'il a montré, en fait, c'est que les cellules T activées, elles ont besoin de plus de méthionine, puis elles vont augmenter leur métabolisme de méthionine pour être activées, puis en particulier, les cellules T qu'on considère comme méchantes en sclérose en plaques, les TH1 puis les TH17, elles consomment beaucoup de méthionine, puis elles ont un gros métabolisme de méthionine. Et si on diminue la quantité de méthionine dans leur milieu de culture, on va diminuer leur capacité à produire des facteurs inflammatoires, comme l'IL-17, qui est un des facteurs qu'on associe au TH17. Et en fait, ce qu'il montre ici, puis je vous dirais que même moi, j'ai de la misère des fois à comprendre ce qu'on regarde ici exactement, mais croyez-moi, ce qu'on regarde, c'est que le gène a moins de groupes méthyl. Donc, en diminuant la méthionine dans le milieu des cellules, on va changer la quantité de groupes méthyl autour des gènes, donc on va changer l'expression des gènes et on pense que, en fait, le fait qu'il y ait moins d'IL-17 produit par ces cellules-là, c'est en partie parce que leurs gènes ont des signes pour dire « ne lis pas trop ce gène ». Donc ça, c'est évidemment très intéressant dans des cellules, mais là, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de le regarder dans un modèle animal. Et on a eu la chance justement que Dr. Jones nous demande de tester la diète réduite en méthionine dans le modèle animal de la sclérose en plaques. Donc, la même chose que ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, des souris chez qui on induit des cellules pro-inflammatoires qui vont reconnaître la myéline, puis qui vont aller attaquer le cerveau et la moelle. Et ce que vous voyez ici, c'est la quantité de problèmes neurologiques. Donc, plus c'est haut, moins c'est bon.
Et les souris, donc, qui sont sur une diète contrôle, vous voyez qu'autour du jour 9, là, après l'injection du peptide de myéline, elles vont se mettre à développer des symptômes neurologiques, alors que chez les souris, chez qui tout ce qu'on a fait, c'est diminuer la quantité d'acides aminés, méthionine dans leur diète. On n'a rien fait d'autre. Ils mangent autant qu'ils veulent de leur diète. Tout le reste de la diète est pareil. Il y a la même quantité de gras. On a donné les mêmes choses. Mais ces souris-là, juste d'avoir diminué la quantité de méthionine dans leur diète, on retarde la maladie de 5 jours et on voit que globalement, la maladie, elle est moins sévère que chez les souris sur la diète contrôle. Et quand on va regarder dans le cerveau et la moelle de ces souris-là, ben on voit qu'il y a moins de cellules immunitaires pro-inflammatoires qui se sont rendues là pour causer du dommage. Et en fait, non seulement ça marche dans la diète, mais c'est quand même compliqué des interventions de diète, comme je vous disais. Donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on bloque l'enzyme qui change la méthionine en donneur de groupe méthyle, donc si on inhibe MAT2A, on obtient le même genre de résultat. Et c'est très intéressant parce que des inhibiteurs de MAT2A, il y en a qui ont été développés pharmacologiquement et qui sont présentement à l'essai dans des essais cliniques pour le cancer. Donc, si c'est quelque chose qui marchait en cancer puis que c'est quelque chose qui est prometteur en neuroinflammation, bien, ça pourrait potentiellement être quelque chose qui se transférerait un jour dans les maladies inflammatoires. Donc, avec tout ce que je vous ai montré, c'est sûr que ce que je vous montre surtout, c'est que la recherche est en cours et l'idée n'est pas de dire, bon, ben ça y est, allez réduire la méthionine dans votre diète ou allez restreindre vos calories ou aller faire des jeûnes. C'est pas du tout ça parce qu'on n'est pas rendu à être capable de comprendre exactement c'est quoi qui est important pour l'humain puis c'est quoi qui est important en sclérose en plaques, mais c'est quand même une preuve que simplement en modifiant la façon dont on mange, on peut modifier le microbiome intestinal, on peut modifier le métabolisme des cellules immunitaires et on peut, à partir de ça, essayer de mieux comprendre c'est quoi exactement qui est important là-dedans, puis comment est-ce qu'on pourrait le cibler, que ce soit par la diète ou que ce soit par des interventions pharmacologiques, et qu'en soi, donc, de viser le métabolisme, ça pourrait être des nouvelles avenues thérapeutiques en sclérose en plaques qui pourraient permettre de changer des choses à la fois sur les facteurs de risque comme l'obésité, la dysbiose, qui pourraient changer des comorbidités cardiovasculaires, puis qui pourraient même avoir un effet anti-vieillissement biologique. Et juste pour terminer sur aussi quelque chose qui existe déjà, en fait, si on regarde le metformin, qu'il y en a peut-être d'entre vous qui connaissent sous le nom de glucophage. Donc, c'est un vieux médicament qu'on utilise pour traiter le diabète de l'adulte et ça va diminuer la quantité de glucose ou de sucre dans le sang. Et chez les gens qui ont la sclérose en plaques, si on donne ce traitement-là, ce qu'on voit, c'est que les gens, avant le traitement, là, on a 3 groupes, on a un groupe contrôle, un groupe avec le metformin, puis un autre traitement qui réduit le sucre. Donc, avant le traitement, on voit que les gens ont le même nombre de lésions de sclérose en plaques là, qui s'accumulent avec le temps et ils ont le même nombre de lésions aiguës qui s'accumulent dans le temps. Donc, ils regardent jusqu'à 2 ans avant l'intervention. Puis là, oups, ils leur donnent ou bien le glucophage ou bien un autre traitement qui diminue le sucre ou bien ils ne leur donnent pas rien, ils leur donnent un placebo. Et vous voyez qu'il y a une grosse réduction des lésions chez les gens qui ont reçu le médicament qui fait baisser le glucose par rapport aux gens qui n'ont pas eu de diminution de leur glucose avec le traitement. Puis, il y a moins de lésions qu'on dit qui rehaussent au gadolinium. Donc, globalement, on a un traitement qui est un traitement de diabète qui semble améliorer les lésions en sclérose en plaques. Donc, c'est vraiment très prometteur. Ce sont des tout petits groupes. Encore une fois, c'est pas pour dire d'aller vous faire donner du glucophage ou d'autres choses, mais c'est pour dire qu'encore une fois, jouer sur le métabolisme, jouer sur des choses qui ont des liens avec le métabolisme et l'alimentation, ça peut être très prometteur en sclérose en plaques et je pense qu'on va avoir plein de nouvelles choses qui vont venir en recherche là-dessus. Et pour être encore plus convaincante, quand on regarde les cellules immunitaires inflammatoires dont je vous parle depuis le début, là, elles sont diminuées justement par ce même traitement, alors que les gentilles, les régulatrices sont augmentées avec le metformin ou glucophage. Donc vraiment, c'est un impact qui est pas juste une impression ou qui est pas inventé, c'est vraiment ça a un impact sur les processus immunitaires inflammatoires. Et finalement, en cancer, comme je disais, ils sont peut-être un petit peu plus avancés que nous sur certaines de ces interventions-là. Et en fait, ils sont rendus qu'ils parlent de médecine de précision et individualisée avec certaines diètes. Donc, autant on a pu avoir l'impression que la diète, c'était quelque chose un peu flou, puis qu'on fait des recommandations globales, mais eux, ils sont rendus à dire on devrait vraiment regarder, par exemple, pour la méthionine, dans les légumes, il y en a certains qui en expriment très peu, certains qui en ont plus, même chose pour la viande, même chose pour ça.
Puis en fait, ce qu'ils disent, c'est que dans la diète américaine, il y en a trop de méthionine, mais il y a plein de diètes qui existent déjà qui sont en général plus basses en méthionine, comme la diète japonaise, la diète DASH qui est pour l'hypertension, la diète méditerranéenne, etc. Donc, ce qu'ils disent, c'est que si on voulait faire une médecine de précision et individualisée, on pourrait faire des recommandations aux gens en fonction de ce qu'ils aiment manger puis de leur diète sans tout changer, mais en étant très précis sur certaines choses pour les aider à atteindre les cibles qu'on veut. Donc, on n'est pas encore rendu là, mais c'est pour dire que c'est quand même quelque chose de très intéressant et prometteur. Donc, avec ça, je vais remercier tous mes collaborateurs, en particulier Dr. Russell Jones, qui justement a initié le projet qu'on fait avec la méthionine dans le modèle animal de la sclérose en plaques. Nathalie Arbour et Alexandre Proc sont mes collaborateurs de tous les jours et mes estimés collègues. Dr. Froketip, qui a été ma superviseure. Dr. Jack Antel, qui est un collaborateur et quelqu'un qui aide constamment les jeunes chercheurs en sclérose en plaques. Dr. Duquette et Dr. Girard, qui sont aussi à la clinique de sclérose en plaques du CHUM et qui aident constamment aussi la recherche, toujours en train de nous donner un coup de pouce puis de nous encourager et de eux-mêmes faire de la recherche, évidemment. Et ça, c'est mon groupe de recherche au CHUM, donc mes étudiants et mon assistante de labo. Donc, toutes des jeunes personnes très brillantes qui travaillent pour trouver plus de choses en sclérose en plaques, plus de solutions et mieux comprendre. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention, puis je vais prendre les questions. Merci, Dr. Larochelle. C'était extrêmement intéressant comme conférence. Je connaissais pas le terme diète western. Fait que je peux vous dire que la prochaine fois que je vais manger un King Burger, je vais donc me référer à ce terme. Fait que merci. J'ai une première question. Que pensez-vous des diètes keto ou paléo pour les personnes atteintes de sclérose en plaques? En fait, on n'a pas de données comme telles sur les diètes keto et paléo, donc on peut pas dire que ça aide en sclérose en plaques ou que ça nuit en sclérose en plaques. Ce qu'on sait, c'est que ce sont des diètes qui, en général, vont demander un suivi en nutrition. Donc, si vous voulez, si ce sont des diètes qui ont des risques aussi d'avoir certaines carences. Donc, si quelqu'un veut l'appliquer, je recommanderais fortement de vérifier avec une nutritionniste ou un nutritionniste avant pour s'assurer de ne pas créer de carences. Mais si vous regardez, par exemple, pour l'apport, par exemple, de méthionine, ça va être plus bas dans la diète keto, par exemple, que dans la diète western. Donc, c'est le problème des fois avec des diètes très strictes, c'est qu'on risque d'avoir certaines carences. Fait que souvent, on a tendance à plus recommander, allez-y pour l'idée de la diète un peu méditerranéenne, où est-ce qu'on dit on va augmenter les légumes, augmenter les grains entiers, diminuer un peu la viande, ce qui semble peut-être plus facile à appliquer sans créer de carences. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est la question qui était rentrée actuellement. Est-ce que c'est normal que je ne vois pas d'autres questions? Alors voilà une autre question qui vient de rentrer. Quand on prend des suppléments de vitamine D, principalement dû à une déficience en vitamine D, est-il préférable de les prendre tout en même temps ou d'en prendre une différente au moment de la journée? Donc, est-ce qu'on sache actuellement? À différents moments de la journée. À ce qu'on sache, il n'y a pas de différence de le prendre à peu importe le moment de la journée. Puis même, en fait, des fois, on le prescrit une fois par semaine en disant on va prescrire une plus grosse dose, on va prescrire 10 000 unités une fois par semaine versus on peut le prendre aussi à tous les jours puis dire qu'on va prendre à ce moment-là, évidemment, pas 10 000 unités à tous les jours, mais plus, mettons, quelque chose comme 2 000 ou 3 000 unités à tous les jours. Actuellement, on n'a pas d'évidence qu'il y a un régime qui est supérieur à l'autre. On a plus l'impression qu'on essaye au moins d'atteindre un niveau minimum de vitamine D pour dire qu'on n'est plus en état d'insuffisance ou de déficience en vitamine D, mais ça a quand même une relativement longue demi-vie, donc c'est correct de le prendre une fois par jour ou même une fois par semaine. Merci. J'attends la prochaine question. On va se donner quelques minutes au moins pour voir s'il y a d'autres questions qui vont rentrer. C'est moins facile avec les événements préenregistrés. Les plateformes Zoom qui ont en personne. Oui, tout à fait. J'en ai une nouvelle question qui est rentrée, Dr. Larochelle. Quels aliments contiennent de hauts niveaux de méthionine et comment peut-on le réduire dans la diète humaine? En fait, encore une fois, c'est quelque chose qui, justement,
demanderait potentiellement, si on était pour vraiment l'appliquer, là, faudrait potentiellement essayer de voir avec des nutritionnistes parce que c'est pas évident. D'une façon générale, on dit que la diète, par exemple la diète végane ou la diète japonaise ou la diète DASH, sont des diètes qui contiennent beaucoup moins de méthionine que la diète western. En général, on va dire que ce qui en contient le plus, là, c'est la viande, la viande rouge, mais encore une fois, ça dépend de quelle partie de la viande rouge. Puis on va dire que ce qui en contient le moins, ce sont les fruits et les légumes. Mais des fois, il peut y avoir quand même des petites variances, comme par exemple les noix du Brésil contiennent énormément de méthionine, alors que pourtant, ça pourrait tout à fait être pris dans une diète végane. Donc, c'est ça, il y a des contenus qui sont variables, mais qui, d'une façon générale, on va dire que quand on tend un peu plus vers la diète végane ou la diète japonaise ou DASH, on va avoir moins de méthionine. Merci. Donc, j'attends encore la prochaine question. Quels aliments sont les plus pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires pour les cellules T? En fait, c'est une très bonne question. Il n'y a pas nécessairement un aliment seulement, c'est plus des composés. Donc, comme par exemple, si on parle des gras trans ou de tout ce qu'on appelle le mauvais gras, ça va être particulièrement probablement associé avec un risque d'augmenter l'activation des cellules T. Entre autres, il y avait eu une jolie étude qui avait été faite il y a quelques années qui ont pris, je pense que c'était des étudiants au PhD, là, ils ont pris des étudiants au PhD à qui ils ont fait manger du fast-food pendant 5 jours, puis avant ça et après ça, ils avaient fait les prises de sang. Puis ce qu'ils ont vu, en fait, c'est que les cellules T avaient un profil plus inflammatoire après 5 jours de fast-food que avant et après, quand ils arrêtaient évidemment le fast-food. Donc, je vous dirais, c'est pas nécessairement un aliment en particulier, c'est plus l'ensemble de l'œuvre. Même au niveau de la viande rouge, là, en Australie, ils ont fait des études qui démontraient que semble-t-il que même ce que le bœuf a mangé, donc si c'est un bœuf qui est nourri au grain versus nourri à l'herbe, la quantité d'acide gras et le type d'acide gras va pouvoir varier. Et à ce moment-là, il peut même avoir un effet bénéfique quand c'est une viande rouge qui serait plutôt faible en gras saturé, etc. Donc, c'est ça, c'est plus des composés. Donc, on parle des gras trans, les gras saturés, les mauvais gras et tout ce qui est très haut en glucose, théoriquement, tout ce qui est très haut en sel, ce sont des aliments qui risqueraient disons, pousser le système immunitaire vers un profil plus pro-inflammatoire. C'est sûr que c'est pas de prendre une fois quelque chose de sucré ou une fois quelque chose de salé qui va tout d'un coup partir le bal, mais c'est plus de dire à tous les jours d'avoir cette espèce de maintenir cette espèce d'état d'inflammation chronique en ayant toujours des aliments caractéristiques de la diète américaine ou de la diète western, là, donc qui se rapprochent des aliments très transformés, fast-food, beaucoup de sucre et beaucoup de sel. Merci. Existe-t-il un test pour la flore intestinale ou le microbiote? Oui, ça, c'est très, très intéressant comme question. Donc, c'est pas encore. Ben, je veux dire, oui, on peut prendre les selles des gens. On peut, y a des machines vraiment très très poussées là qui sont capables de séquencer toutes les bactéries qui sont dans l'échantillon de sel qu'on va soumettre. Donc, les bactéries ont une partie de leur ADN qui est différente d'une autre. Donc, on peut regarder tout de suite qui sont les bactéries et après on peut les séquencer et les classer en groupes, en espèces, etc. Puis même aller, exactement identifier c'est qui la bactérie pour celle qu'on sait c'est quoi. Donc oui, on peut regarder c'est quoi la flore intestinale de quelqu'un. Par contre, c'est sûr que les gens qui sont spécialistes de ça, ils vont nous dire il y a une différence entre regarder la flore j'ai pris un échantillon de sel, je l'ai séquencé, de dire que je fais par exemple une biopsie de côlon, puis que ça, je regarde c'est quoi les bactéries qui sont là, ou même que j'essaie d'aller voir plus haut, parce qu'il y a des bactéries déjà plus haut, pas juste dans le côlon, il y en a dans l'intestin, il y en a dans le duodénum à un certain niveau, c'est sûr qu'il y en a plus dans le côlon, mais il y en a avant. Donc, oui et non, dans le sens que oui, on peut mesurer sur un échantillon de sel, on n'est pas sûr que ça représente 100% du tableau. Puis l'autre chose, c'est que c'est dynamique, hein, parce que justement, si je fais un échantillon de sel aujourd'hui,
que la personne reçoit un traitement d'antibiotiques, par exemple, puis que je refais l'échantillon de sel quelques jours après les antibiotiques, ben probablement que ça sera plus la même chose exactement. Puis comme je vous ai montré, selon ce qu'on mange, ça peut varier un peu aussi. Donc c'est sûr que ça a des limites, mais ça fait partie de ce qu'on se dit que dans quelques années, qu'on pourrait avoir des cliniques de microbiome où est-ce qu'on séquencerait justement le microbiome des gens, puis on leur dirait, écoutez, vous, on vous recommande de faire tel changement, vous les faites, puis on vous refait une culture de sel, ou pas une culture de sel, pardon, un séquençage des bactéries dans vos selles après l'intervention, puis on vous dit si ça marchait ou pas. C'est sûr qu'on n'est pas rendu là, mais ça fait partie de ce à quoi on rêve. Une autre question. À quand estimez-vous que des recommandations pourraient arriver en médecine par rapport à la nutrition? Ouais, ça c'est vraiment difficile parce que quand on parle aux nutritionnistes, ce qu'ils nous disent ou ce qu'elles nous disent, c'est que c'est très difficile de faire des études de diète chez les humains. Parce que évidemment, on aime ça manger, on a du plaisir à manger, chacun a ses goûts, chacun a ce qu'il estime qui est une portion ou pas. Donc, quand on essaye de faire des études de diète, ou bien on fonctionne par journal, puis là, on dépend du fait que les gens aient scanné ou écrit tout ce qu'ils ont mangé, ou bien quand on veut faire une intervention, ben là, on se fie au fait que les gens vont bel et bien suivre l'intervention puis vont l'appliquer en tout temps, ce qui est pas toujours évident parce que, je veux dire, on a une vie, là, ça se peut qu'on se retrouve au restaurant puis ça va être difficile quand on n'est pas en COVID, puis ça va être difficile d'être sûr exactement ce qu'il y avait dans le plat. Et l'autre chose, c'est que sinon, il faut fournir les repas aux gens pendant tout le temps de l'étude de la diète, ce qui est pas toujours plaisant non plus, hein, parce que ça fait partie de nos plaisirs de la vie de choisir ce qu'on va manger. Donc, c'est très difficile de faire des études vraiment très, très bien, là, randomisées, contrôlées avec l'équivalent d'un groupe placebo et surtout que ce soit à l'aveugle parce que les gens voient ce qu'ils mangent, évidemment. Donc, je vous dirais que les recommandations les plus évidentes comme essayer de diminuer le plus possible le fast-food, le sel, les gras transformés, comme de toute façon, c'est vrai pour tous les aspects de la santé, ben, je pense que c'est assez simple de faire les recommandations, mais de dire qu'on aurait vraiment une diète précise pour la personne devant nous atteinte de la sclérose en plaques, ça, je pense que ça va être encore quelques années parce que c'est ça, c'est pas des études qui sont faciles à faire chez l'humain. Merci pour cette réponse. J'ai une dernière question pour vous, qui est une autre excellente question. Si on choisit une diète, quelle est la durée de l'effet? Et en résumé, ça prend combien de temps pour voir une différence? Oui, c'est vraiment une très bonne question. Effectivement aussi, ça dépend qu'est-ce qu'on veut mesurer. Ça dépend ça dépend de la diète, puis ça dépend parce que par exemple, si je regarde ben, par exemple ce que moi je vais avoir mangé, ça va influencer mes niveaux de sucre et de plusieurs acides aminés dans les heures qui suivent ce que j'ai mangé. Si je jeûne, ça va diminuer. Donc, évidemment, l'effet immédiat est très rapide. L'effet sur des choses comme des paramètres inflammatoires, là, ça dépend, comme je vous disais, 5 jours de fast-food, c'était suffisant pour voir une augmentation du nombre ou du profil inflammatoire des cellules T. Si on veut dire qu'on a un effet pour diminuer l'inflammation, ben, je vous dirais qu'à la limite, pour une maladie comme la sclérose en plaques, qui est une maladie là, qui reste puis qui est quand même long terme, ben, on aurait l'impression probablement qu'il faudrait que les gens suivent les recommandations ou restent à l'intérieur de certaines recommandations pendant ben, vraiment toute la durée ou pendant toutes les années où la maladie est encore active. Et si on regarde, mettons, des interventions, justement, ils ont fait une intervention là, de jeûne intermittent ou en tout cas de restriction calorique chez des gens qui avaient des maladies inflammatoires. Ils l'ont fait pendant 6 mois. Il y avait des impacts sur les paramètres inflammatoires, mais les gens ont dit justement que ça avait été difficile à suivre parce que c'est pas évident là, de dire qu'on essaye d'aller à travers sa journée en ne mangeant pas du tout, en ayant très peu de calories. Donc, c'est ça. Donc, je vous dirais c'est variable, ça dépend ce qu'on regarde. Pour le microbiome, avec des probiotiques en dedans de 2 semaines, ils avaient des changements. Puis ça, c'était juste de rajouter, là, comme un peu des extraits de lactobacillus puis de d'autres probiotiques. Et il y avait des effets en dedans de 2 semaines qui, par contre, ne duraient pas tellement. Là, quand ça avait été terminé, je pense que l'échantillon pris 2 semaines plus tard, ben, ça retournait à ce que c'était avant. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on continue puis qui s'entretiennent. Il y a des choses qui ont un effet plus long terme. Merci, Dr. Larochelle. C'est extrêmement intéressant. Vous êtes toujours extrêmement intéressante à écouter. Vraiment, là, c'est un sujet aussi qui est
qui est fascinant. Il y a un groupe de discussion qui va suivre, comme vous le savez, pour les patients. Si jamais vous ne pouvez pas vous joindre, manquez pas la 5e journée des conférences demain de MS Connect. C'est Madame Marcia Phillinson, PhD, qui va donner une conférence demain qui s'appelle « Prise en charge de la fatigue liée à l'ASP, état des connaissances scientifiques ». J'aimerais souligner aussi la contribution de l'un de nos commanditaires bienfaiteurs, soit Bristol Myers Squibb, dont le nouveau programme de soutien à l'intention des personnes atteintes de sclérose en plaques qui va s'appeler SOIA va être lancé sous peu. Alors maintenant, pour vous joindre au groupe de discussion, vous devez vous déconnecter de cette conférence et aller sur Zoom. Zoom, vous devez le voir sur votre écran en bas des diapositives, le lien pour vous connecter à Zoom. Alors, ça va commencer dans une dizaine de minutes. Alors, merci encore tout le monde d'avoir participé à cette intéressante conférence. Puis je vous souhaite une belle fin de journée. Puis bonne journée de conférence demain également.